Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, Sabah al-Khair, Azoul, vous allez bien? Bienvenue dans votre magazine sociétal. Nous sommes le mardi 30 avril. Voilà, c'est la fin du mois d'avril. Hier, il a plu et il a beaucoup plu. Même les températures se sont baissées complètement. Mais on se dit, c'est quand même pas possible. Un mois d'avril comme ça. L'hiver est revenu. Alors, il faut peut-être faire sortir les vestes, les bottes, qui sait. En tout cas, ça fait toujours du bien quand il pleut. Alors, on a le plaisir ce matin de finir notre semaine, notre courte semaine dans notre magazine qui est le vôtre, chers auditeurs, de recevoir le professeur Yahya Chebloun. On va le découvrir à travers les ondes de la chaîne 3. Il nous vient pour nous parler de la science et vous allez voir, c'est un éminent professeur qui fait sa première émission ici dans les studios d'Alger chaîne 3. Tout honoré de partager avec lui cette petite heure. Alors, vous pouvez aussi téléphoner pour vous poser vos questions au 021 48 15 15 et il y a aussi la rubrique de Hafeda Hamouche, rubrique justice. Ne partez pas trop loin, on s'installe le temps que notre invité arrive et puis nous allons écouter une bonne chanson, qui sait, hein, merci notre cher collègue Hakim Ben Moussa qui est aux commandes. On a été du côté du sud, Tikebawin du sud algérien, Tiniri, il est tout juste 10h09. Bonjour Hafeda Hamouche. Bonjour Badia, bonjour à tous. On parle de l'utilisation du téléphone au volant ce matin avec vous. Le terrorisme routier continue d'endeuiller des familles entières malgré toutes les actions engagées pour tenter de réduire l'hécatombe. Les accidents de la route continuent de faucher des dizaines de vies par semaine et l'utilisation du téléphone portable au volant est l'une des causes de ces drames, Hafeda. Tout à fait Badia, la principale cause des accidents souvent mortels malheureusement est le facteur humain. Le nombre des accidents de la route a connu une hausse vertigineuse. Le doigt est à chaque fois pointé en direction du facteur humain dans plus de 97% des accidents induits notamment par le non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue, le manque de concentration et bien entendu l'utilisation du téléphone portable. Il faut dire que l'utilisation du téléphone portable est devenue omniprésente même derrière le volant. Cette pratique dangereuse provoque beaucoup d'accidents de la route. Selon les différents services de sécurité, l'utilisation du portable au volant est un facteur majeur dans de nombreux accidents de la circulation. Près de 25% de tous les accidents sont liés à une distraction causée par l'utilisation du téléphone portable. L'utilisation du téléphone au volant entraîne de nombreuses distractions pour le conducteur. Lorsque les yeux sont rivés sur l'écran du téléphone, l'attention est déviée de la route, augmentant ainsi le risque d'accident. Les appels, les SMS, les réseaux sociaux sont autant de sources de distraction potentielles. Une brève distraction peut avoir des conséquences désastreuses. Cette utilisation du portable au volant a une autre conséquence, à savoir l'allongement significatif du temps de réaction du conducteur. En moyenne, un conducteur distrait par son téléphone met 2 fois plus de temps à réagir à une situation d'urgence par rapport à un autre conducteur pleinement concentré sur la route. Justement, Hafeda, parmi les infractions routières les plus courantes chez nous, l'utilisation du téléphone au volant, cette infraction relève du niveau 4 dans l'amende forfaitaire est fixée à 5000 dinars. Cette mesure est contenue dans la loi numéro 1705 relative à l'organisation de la circulation routière, stipulant que la contravention aux dispositions relatives à l'usage manuel du téléphone portable ou l'écoute par les 2 oreilles par opposition du casque d'écoute radiophonique durant la conduite est passible effectivement
effectivement d'une amende forfaitaire fixée à 5 000 dinars. L'agent ayant constaté l'infraction procède à la rétention du permis de conduire tout en délivrant un PV, donc un procès-verbal au conducteur, lui permettant de continuer à conduire pendant 10 jours. Si le conducteur ne paye pas son amende pendant cette période, il perd la faculté de conduire, mais il dispose alors d'un délai de 45 jours pour payer son amende et récupérer son permis de conduire. En cas de non-paiement de l'amende dans les délais réglementaires, le montant augmentera à 7 000 dinars et un PV de non-paiement est transmis au procureur de la République. On rappellera avant de finir, Bedia, que l'utilisation d'un téléphone portable placé sur un support à l'avant du véhicule dans le but de passer ou de recevoir des appels ou de regarder une vidéo, un film ou autre est également contraire à la loi et il est passible là aussi donc d'une amende minimale là aussi de 5 000 dinars. Il est 10h13. Bonjour, professeur Yahya Chebloun. Vous êtes virologue, directeur pathogénèse et vaccination. Bienvenue sur les ondes de la chaîne 3. Vous faites honneur à la science et à l'Algérie, d'ailleurs de votre naissance à Béchar en 1954, à vos travaux d'analyse fonctionnelle des génomes, l'antivéraux des primates en passant par votre doctorat de 3e cycle en biologie moléculaire et cellulaire. Que de chemin parcouru, et nous n'avons qu'une heure, même pas, pour éclairer ou nous parler un peu plus de votre carrière scientifique et vos recherches. Merci d'être en direct avec nous. Merci beaucoup, Badia. Oui. Merci pour cette invitation. Oui. Et l'honneur est pour moi de passer ces moments ici à Algéchien 3. Merci. Et donc, pour me présenter, je suis Yahya Chebloun. Donc, je suis né à Béchar, de Daba, et j'ai grandi là-bas. Et donc, j'avais fait mes études primaires à Daba, et puis après, j'ai fini donc mon cycle du lycée au lycée unique qu'il y avait à Béchar. Oui. Puis après, donc, après le bac, Oui. je suis allé à Oran, parce qu'il n'y avait pas Oui. d'université à Béchar. La plus proche, c'était Oran. Dans le temps, il y avait 3 universités, Constantine, Oran et Alger. Et le plus proche, c'était l'université d'Oran. Exact. D'accord. Mais pourquoi vous avez choisi, est-ce que c'est votre bac, de devenir virologue? Alors juste aussi pour rappeler, donc ça étudie les... Tout à fait. Oui, Donc professeur c'était un Chebloun. bac scientifique. Oui, Alors au début, je suis allé faire médecine, Oui. comme tous les autres. Mais très rapidement, j'ai découvert que mes neurones n'étaient pas faits pour faire de la médecine. ah bon, Parce que la médecine, c'est-à-dire il faut apprendre des choses sans Oui. les comprendre, Oui. sans aller les décortiquer. Je me suis arrêté après la 2e année de médecine et j'ai bifurqué sur la biologie. Et donc c'est là où je me suis retrouvé vraiment une nouvelle naissance. Et donc j'ai fait donc mon master, le DEA de biologie. Et donc là, je suis allé à Lyon pour faire un doctorat en biologie. Et donc j'ai enseigné à l'université de Lyon pendant 3 ans. Et puis après, donc, je suis rentré comme chercheur Oui. à temps plein à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Maintenant, c'est devenu aussi de l'environnement. Et donc, où je suis actuellement directeur de recherche. Et puis, je suis directeur du laboratoire PAVAL, donc pathogénèse et vaccination antivirale. Vaccination. Donc, un virologue, un professeur en Tout à fait. virologie s'occupe des vaccins, s'occupe des virus, professeur Chebloun. Alors, tout d'abord, pour fabriquer des vaccins, Oui. il faut comprendre comment le pathogène interagisse avec l'organisme. Et donc, c'est ça, la virologie. C'est de comprendre, décortiquer le virus, comment il se multiplie, comment il rentre dans les cellules de l'individu et comment il rend malade. À partir de là, on cherche les points faibles Oui. du virus pour aller le combattre. Oui. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a la thérapie qu'on fait avec les antiviraux, par exemple. C'est des molécules qui vont bloquer le virus. Mais ce qui est le mieux, c'est d'avoir des vaccins qui protègent contre le virus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vacciné, le virus ne peut plus rentrer. D'accord, donc vous avez travaillé sur beaucoup de vaccins.
Tout à fait. Donc, alors, tout à fait au départ, oui. donc, j'étais un peu plus spécialisé dans la biologie moléculaire et Oui. cellulaire. Oui, Après, quand j'ai compris un petit peu comment les cellules se multipliaient, oui, donc on arrivait à manipuler l'ADN des cellules, oui. je suis passé aux agents pathogènes. Et donc, Parce qu'elles peuvent être en mutation, elles peuvent être. C'est ça qui était plus intéressant, qui vous attirait, professeur Chebloun? tout à fait. Oui. Donc, la première des choses, c'était dans le temps, quand j'avais commencé mon doctorat, Oui, c'était de comprendre comment l'être humain attrapait les maladies génétiques. oui. Et donc, il fallait aller dans le génome et décortiquer les génomes. Dans le temps, quand on avait commencé ça, on nous appelait les apprentis sorciers. Oui, Parce que parce c'est qu'il ne le fallait pas travailler sur cette question-là. On Exactement. n'étudie pas le Donc, génome. c'était le début Oui. de manipulation des génomes. Et donc, maintenant, Et depuis, c'est ça a devenu- évolué comme pas possible. Tout à fait. Alors, professeur Yahya Chebloun, vous êtes l'auteur de très nombreux articles dans des revues scientifiques prestigieuses, des conférences internationales. Vous avez quelques brevets à votre actif, en plus d'être conseiller et évaluateur scientifique dans différentes institutions et revues. Comment trouvez-vous l'accueil que vous réservent les étudiants lors de votre participation des conférences internationales dans les universités algériennes? Comment ça se passe? D'ailleurs, votre passage en ce moment en Algérie, c'est parce que vous avez des conférences à donner. Tout À la à fin de fait. l'émission, vous nous direz. Je pense que, tout d'abord, les étudiants donc, algériens, ils sont fiers d'avoir un autre Algérien qui les représente Oui. à l'étranger et qui a eu un parcours à la fois universitaire en Algérie et qui l'a poursuivi à l'étranger et qui est reconnu mondialement. Et donc, à travers cette image, ils se voient tous. Donc, comment faire comme a fait Yahya Chebloun pour Oui. y arriver? Donc, un exemple. Un exemple, Oui. exactement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur parce Oui. qu'on voit qu'il y a une aspiration Oui. à aller au plus haut sommet. Est-ce que vous avez rencontré plusieurs étudiants qui ont envie de devenir virologue, professeur Chebloun? Ah, il y en a Il y en a, énormément ils veulent. en Algérie, il y a Oui. énormément. Donc, malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies Oui. pour pouvoir vraiment faire de la virologie Oui. à des conditions vraiment qui sont comparables à l'international Oui. en Algérie, parce que ça dépend beaucoup de produits qui viennent de l'étranger, des produits périssables, etc., qu'on a du mal à avoir en Algérie. Mais il y a pardon, énormément d'étudiants qui aspirent d'être virologues, d'être immunologistes et de faire un petit peu, de participer au contrôle de ces maladies infectieuses. Alors, en France, vous avez été nommé chevalier des palmes académiques, professeur Chebloun. La devise des membres est une formule empruntée à un philosophe grec. Le soleil est nouveau tous les jours. Le monde si identique et si différent chaque jour. Est-il à l'origine de la curiosité scientifique qui a grandi chez l'enfant de Béchar? Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes étudiants qui espèrent à devenir chercheurs, qui inspirent, ou qui espèrent plutôt, qui espèrent à devenir chercheurs? Alors, le premier conseil, Oui, c'est tout d'abord avoir confiance en soi. Ça, si on n'a pas confiance en soi, il faut aller vendre des oranges au marché. Ça, et c'est très bien aussi. Et c'est très bien. Voilà, Et c'est très de bien. vendre des Mais, oranges, surtout si c'est des bonnes oranges qui tout n'ont à pas fait. été modifiées. Exactement, exactement. Et donc, on a moins de difficultés à faire ça Oui, que de devenir chercheur. oui. La Il faut deuxième être patient. Oui, Oui. tout à fait. La deuxième chose, c'est la patience. Mm. C'est-à-dire que quand on devient chercheur, on cherche. Ça ne veut pas dire que à la première fois qu'on fait une recherche, on va trouver quelque chose de sensationnel, etc. C'est dans la durée. Et la troisième chose, c'est la ténacité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire, j'ai l'occasion de devenir chercheur et c'est quelque chose de noble et donc il faut que je consacre le maximum de temps pour le devenir. Donc c'est les trois
critères Oui. qui sont vraiment indispensables pour devenir un bon chercheur. Donc c'est des conseils que vous donnez aux étudiants s'ils ont envie de suivre, mais le monde de la recherche et de la virologie, qu'est-ce que vous avez, par exemple, tout le long de votre carrière, des découvertes, vous avez fait des recherches, vous publiez beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce parcours qui est le vôtre, professeur Chebloun? Ça, c'est une très bonne question. Donc, ce qui est très important, c'est d'apporter la connaissance, de la connaissance Oui, nouvelle. C'est-à-dire que les chercheurs, ils ne connaissaient pas ça, oui, et je leur apporte un élément nouveau qui va permettre de faire avancer la recherche. Par exemple, donc, les virus de la famille du virus du sida, oui. Vous avez sur lesquels travaillé j'ai là-dessus, travaillé bien sûr, pendant longtemps. on croyait qu'ils étaient vraiment très spécifiques Oui, à l'hôte. Donc, par exemple, le virus du sida de l'homme, il est spécifique uniquement qu'à l'homme, celui du singe qu'au singe, celui de la chèvre qu'à la chèvre. Et la chose la plus importante, c'est que très vite, j'avais démontré qu'il n'y avait pas, que la spécificité était très lâche. Et donc, par exemple, un virus de la chèvre pouvait passer au mouton et vice-versa, oui. et même à la vache. Et donc, et pouvait évoluer. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et ces dernières années, c'est ce enfin, c'est ce qui se passe de plus en plus. C'est Est-ce qu'on a exactement ça. est-ce qu'on a une explication, professeur Yahya Chebloun, donc des animaux qui ont des virus et qui sont passés à l'humain? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Évidemment, il y a eu l'histoire de la grande pandémie tout à fait. qui a bouleversé le monde, mais Ouais. il y a d'autres, hein. Il y a il y a des recherches qui se font, il va y avoir beaucoup de... Les animaux, alors est-ce que c'est des animaux de compagnie? Quels sont... Donnez-nous quelques informations comme ça, hein. Tout à fait. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est Oui. d'abord l'origine des problèmes. Oui, L'origine des problèmes, c'est que l'humanité, elle augmente très, très, très rapidement. Et on a besoin beaucoup plus d'espace Mhm. pour accueillir les nouveaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur la planète. Sur la planète, on va détruire des espaces où vivaient les animaux Oui. pour Pour que l'humain puisse vivre. l'humain puisse vivre. Oui, ok. Donc, ça veut dire que ces animaux, ils vont se déplacer ailleurs. Ailleurs, oui. Et ailleurs, il y a d'autres animaux. Ok. Et on favorise la cohabitation d'espèces Oui. qui ne cohabitaient pas avant. Par exemple. Par exemple, si on prend, par exemple, ce qui s'est passé, par exemple, dans plusieurs pandémies, Oui. c'est si on prend, on détruit les habitats des chauves-souris Oui. et qui vont aller habiter ailleurs où il y a, par exemple, des rongeurs, alors, Il va y avoir une sorte, développement d'un autre virus ou d'un. exactement, Cette cohabitation se passera pas bien. les chauves-souris, Oui. elles ont leur propre virus qui ne Oui. les rend pas malades, ils Oui. sont adaptés. Oui. Mais quand ils transmettent aux rongeurs Oui. ce virus, non seulement il va rendre les rongeurs malades, mais aussi il faut qu'ils s'adaptent, et en s'adaptant, ce virus devient nouveau et peut Arriver à l'homme. arriver à l'homme. Oui. Et c'est ce qui se passe, Avec donc ce qu'on appelle les zoonoses. Oui. Donc, c'est-à-dire d'espèce à espèce, Oui. on saute la barrière d'espèce pour arriver à l'homme. Mhm. Et ça, c'est le gros, gros, gros problème de l'avenir. Oui. C'est-à-dire que maintenant, plus on avance, plus on aura des émergences de ce type de virus. Oui. Parce que, Donc on a Il eu y a- déjà, on commence par la pandémie de la Covid. tout Vous à l'avez fait, vous l'avez vu venir, professeur Chebloun? Est-ce que L'avez- vous... moi personnellement non, Oui. mais des collègues l'avaient vu venir, qui Oui. travaillaient essentiellement sur les coronavirus. Oui. Donc moi, j'étais sur les lentivirus, Oui. et je dis qu'on peut avoir d'autres lentivirus, etc., qui vont arriver. Et le problème des coronavirus, il n'est pas fini. C'est-à-dire, on a eu... Enfin, il va peut-être venir avec d'autres formes, enfin sous d'autres formes, c'est ça? non, on a eu une première émergence en 2003 Oui. du premier SARS, ce qu'on appelle, Oui. c'est le premier coronavirus.
C'est pas le premier en réalité. Il y en a d'autres qui n'étaient pas très malades, qui rendaient pas très malades. Celui qui rendait malade l'homme, c'est en 2003, le SARS-CoV-1. Oui. Après, on a eu en 2014 donc un autre coronavirus de la même famille Oui. qui rend malade et qui tue les gens. C'est ce qu'on appelle le MERS. C'est un virus qui se transmet par les chameaux. Et c'est la raison pour laquelle souvent donc des gens ils partent au pèlerinage Oui. et ils reviennent malades et ils meurent. Parce qu'ils Ou ils ont bien- chopé ça, il y a quelques années. Non, ça arrive C'est récent, jusqu'à ok. aujourd'hui. D'accord. Et Donc le chameau aussi peut donner. Exactement. Un Il y a virus. un cousin Oui. de la Covid Oui. qui ne passe pas par le pangolin, etc., qui Oui. passe par le chameau. D'accord. Et donc, les chameaux, et donc, si on s'approche beaucoup Oui. du chameau, on peut l'attraper et on peut en mourir. Donc, Mhm. il peut tuer jusqu'à 40% des gens qui sont infectés. D'accord. Et c'est les Et donc- mêmes symptômes que la Covid, professeur Chebloun? C'est des symptômes respiratoires, etc., ok. et qui est vraiment beaucoup Mais je veux plus dire, mortel. même si vous montez juste comme ça sur le chameau, ou là, en le caressant, ou là, comment vous le chopez? C'est les transmissions respiratoires. Parce que Respiratoire, c'est... Oui. donc, et Mhm. ça, c'est un danger. Oui. C'est un danger Donc, il y a le vraiment chameau. pour les pèlerins. Ok. Et Les pour pèlerins, et gens puis ceux qui font partent du en tourisme, Umrah, hein, etc., en du tourisme. Égypte, Tout ou à dans fait. le sud algérien. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a Mhm. pas de vaccin. Il n'a pas été développé. Oui. Et donc, C'est bien, Hakim Ben Moussa, il n'y a pas de vaccin. oui, il n'y a pas de vaccin. Et bon, comme ça ne touche pas beaucoup Donc, les autres. mais il y a les des pays, recherches qui se font pour trouver ce vaccin. Il y a des recherches qui se font depuis 10 ans, voilà, mais on n'a pas de vaccin. À contrario, Oui. donc la Covid, ça touchait beaucoup plus les pays occidentaux et Oui. donc on a très vite développé un vaccin. Oui. Donc ça veut dire que si les pays concernés veulent développer un vaccin, Ils peuvent le faire. ils doivent investir pour le faire. D'accord. Donc, on a parlé du chameau. Alors, quels sont les autres animaux? Alors par exemple, L'humain on a- vit avec les oiseaux, les chats, les Exactement. chiens, tout ça, professeur Exactement. Il y a Chebloun. on a dans l'histoire Oui. donc la pandémie espagnole, Oui. donc le virus de la grippe espagnole Oui. qui Qui a en a tué fait beaucoup de morts. près de 100 millions de morts. Ouais, ouais. Donc la Covid, c'est rien du tout. Oui, à Bah, côté, bien sûr. ouais. Oui. Donc ça reste toujours un danger. Oui. Ça reste toujours un danger potentiel parce que c'est des oiseaux migrateurs, Oui. des oiseaux sauvages qui hébergent ces virus, qui ne sont pas malades, et quand ils migrent, ils vont les transmettre à des oiseaux d'élevage, et plus particulièrement des poules. Ok. Alors maintenant, comme l'élevage, il a beaucoup été modifié, c'est-à-dire qu'on fait des élevages en batterie, Oui. donc des hangars de dizaines de milliers d'animaux. S'il y a un animal qui est malade, il va transmettre aux autres, et c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus exposé Oui. au virus et on est beaucoup plus susceptible à l'infection. Or, de nos jours, les gens, ils utilisent beaucoup des immunosuppresseurs, Oui. des corticoïdes Coïdes, par oui. exemple, et donc ça facilite la transmission. Donc ça, c'est un virus qui est très très dangereux et potentiellement un des plus à surveiller pour l'avenir. D'accord, mais alors, professeur Chebloun, il y a combien de virus comme ça qui vont se développer de plus en plus? Je veux dire, c'est des maladies, ça va être des maladies émergentes, ça va être on n'aura plus les mêmes maladies. Il y avait les maladies chroniques entre le Ouais, diabète, Tout les... à fait. Ça, professeur. c'est une très très bonne question. Et c'est une question qu'on appelle les questions philosophiques. Oui. La philosophie de la science. Alors, malheureusement, on ne fait pas assez de recherche prédictive. Oui. La recherche prédictive, c'est de poser C'est comme la médecine préventive. Exact. Oui. C'est de dire, il y a un risque que cette maladie va arriver. Oui. Bon, on va expérimenter pour voir si le risque est réel Mhm. et développer les outils pour la détecter. Donc ça, malheureusement, pratiquement dans le monde entier, Oui. on ne fait pas beaucoup de recherche prédictive parce qu'il y a besoin de financement pour la faire. Et on finance beaucoup plus en urgence Oui. que Quand de on la est dans- recherche. Et donc, le nombre de virus
qui sont susceptibles de passer la barrière d'espèces Oui. et de créer de nouveaux dangers, ça se nombre par centaines. Par centaines, d'accord. Hakim Ben Moussa, vous avez entendu? Par centaines. Tout à fait. Tout Il à faut fait. rassurer nos auditeurs après. Bon, mais je pense que la recherche va avancer. Tout à fait. Professeur Chebloun, Tout et à fait. qu'on trouvera une solution. Ah, tout comme à on a fait. fait. La recherche, elle est là pour ça. Voilà. Tout à Alors, fait. une petite pause, si vous permettez, 10h32 minutes, et puis on revient à vous, toujours en compagnie du professeur Yahya Chebloun, virologue, qui nous fait le plaisir de passer avec nous cette petite heure aujourd'hui, mardi 30 avril. Ce matin, on s'intéresse dans notre magazine au professeur qui nous fait le plaisir de venir passer avec nous une petite heure. Professeur Yahya Chebloun, il est virologue, directeur pathogénèse et vaccination. Alors, on a essayé de un peu découvrir votre parcours qui est très riche. On n'a pas le temps en une heure, professeur Yahya Chebloun. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez passé quelques années aux États-Unis. Et d'ailleurs, on salue les étudiants américains qui ont une très bonne position ces derniers mois et ces dernières semaines avec ce qui se passe en Palestine. Voilà, ils se sont démarqués pour dire que voilà, on peut pas laisser faire, il y a une résistance. Et donc vous avez passé quelques années aux États-Unis avant de retourner faire donc votre recherche en France à l'université de Grenoble. Qu'est-ce que chacun des systèmes universitaires vous a apporté dans vos travaux scientifiques, professeur Chebloun? Oui, ça c'est une question très importante, c'est une question clé, parce que effectivement, le système de recherche en France et aux États-Unis, ils sont diamétralement opposés. Donc, en France, donc, les financements pour la recherche, ils sont vraiment très, très limités. Et puis, donc, ça passe par des processus qui sont très complexes, ce qui rend l'accessibilité des financements très difficile. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait l'inverse. Donc, à partir du moment où on a une idée Voilà, qui tient la on route, vous finance. on On y finance. va, ok. Et donc, on finance sur l'idée d'abord. Oui, oui. Alors qu'en France, on finance sur le résultat, Le rendu. le rendu. Ouais, ouais. Et il faut se démerder pour avoir déjà les résultats préliminaires du rendu. Ok. Et C'est pas donc, évident. Des c'est fois, pas évident. la recherche peut ne pas aboutir. Exactement. Dites-nous, professeur, et la place de la recherche de la virologie en Algérie, qu'est-ce que vous en pensez? Je Où est-ce pense que nous en sommes? on est actuellement à un état embryonnaire de la recherche en virologie et immunologie. Oui. Et je pense que réellement, on a besoin, c'est un besoin très urgent de développement de cette recherche parce que Vous avez cité les maladies qui vont exactement, émerger, les virus. les ouais. maladies émergentes, elles vont être de plus en plus parmi nous. Oui. C'est le retour des maladies infectieuses avec force. Mhm. Et si on dépend uniquement des recherches qui sont faites à l'étranger, on va avoir des problèmes. D'ailleurs, on l'a vécu. Le problème, c'est quand il y a eu la Covid, il fallait se servir des premiers vaccins. Oui. Et Heureusement que Spoutnik était là. quand même. exactement, La Russie, exactement. voilà. Et les Chinois. Et après, s'il en reste, on va voir à qui on va le distribuer. Ouais, ouais. Mais nous first. Mhm. Donc ça, il ne faudrait pas que Maintenant, ça se ça a reproduise. changé, professeur. Ça a Chebloun. changé, Il ça a y a changé des parce vaccins que... qui ont été. Ouais, ça a changé parce que pour la Covid. Mais Ouais. s'il y a une autre maladie nouvelle qui va apparaître, on aura le même problème. Donc, il faut investir. Il Il faut faut- que cette recherche soit. Il faut que ça soit une recherche prioritaire parce que l'avenir va être le combat contre les maladies infectieuses. D'ailleurs, c'est pour ça que durant la Covid, on a parlé de guerre contre... et quand on a parlé de guerre, il y a deux axes. Il y a l'axe 1, c'est la maladie qui émerge comme ça, Oui. donc de la nature. Mhm. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la guerre contre les maladies qui sont fabriquées par l'homme. Bien sûr. Et donc, dans des buts, par Mhm. exemple, de guerre bactériologique, etc., etc. Mhm. Et donc ça, pour moi, c'est une priorité. Mhm. Un État, il doit se protéger, il doit protéger sa population contre les deux types de risques. Le risque naturel comme le risque artificiel
de guerre bactériologique, etc. Et actuellement, il y a des tensions dans le monde qui font qu'il faut vraiment réfléchir à 2 fois pour voir comment on peut vraiment mettre ces types de recherches dans une priorité. D'accord, pour que la recherche en virologie en Algérie se développe un peu plus. Et je pense qu'on vous sollicite, professeur Chebloun, les universités algériennes. Tout à fait. Vous donnez des conférences, vous êtes... Exactement. Oui. Je donne des conférences, on me sollicite, mais la recherche en Algérie, en général, elle souffre. Elle est en souffrance très importante parce que la recherche, on ne peut pas être indépendant des autres pays pour conduire la recherche. Et par exemple, pour obtenir des produits périssables pour faire de la recherche, si il faut un processus de 6 mois, 1 an, voire plus pour obtenir le produit, et quand on l'obtient, il est périmé, donc on ne peut pas avancer. D'accord. Je pense qu'en Algérie, il y a un investissement colossal sur les infrastructures et sur l'équipement. Mais c'est maintenant la formation, c'est la formation Oui. et c'est le moyen d'obtenir les produits pour conduire la recherche le plus facilement possible et le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à une phase productive. Oui. La recherche, il faut qu'elle soit productive. Et malheureusement, jusque-là, tous les chercheurs que j'ai rencontrés dans toutes les villes d'Algérie, ils souffrent de ce problème-là. Et souvent, ils nous demandent, nous qui sont établis à l'étranger, de leur ramener des produits donc pour qu'ils puissent avancer ou avancer leur étudiant en thèse, etc. Et donc, bon, on le fait pour dépanner. Mais quelque part, si la collègue juriste était là, elle va me dire, mais vous n'avez pas le droit. Oui. Donc, c'est pratiquement comme conduire avec le téléphone portable. Mais si on vous sollicite, vous serez là, professeur Chebloun, tout à fait, tout à fait. Pour développer la recherche de la virologie en Algérie. C'est quand même important. Vous avez travaillé aussi sur les thérapies géniques et la vaccination, et vous avez même développé un vaccin contre le sida. Ce sont des domaines, nous l'avons vu avec la Covid-19, non seulement stratégiques, mais aussi autour desquels se relèvent les angoisses et les imaginaires des sociétés quant aux évolutions actuelles de la science, au point de provoquer parfois des réticences vis-à-vis de la vaccination. Est-ce que vous rencontrez, par exemple, vous-même, professeur, des difficultés pour tester votre vaccin contre le sida sur des volontaires humains? Est-ce que la perception de la séropositivité au VIH se rend pas difficile à accepter à l'inoculation d'un vaccin qui doit permettre de développer des anticorps? Pour beaucoup, cela apparaît comme contre-intuitif de se soigner en s'injectant le virus, même très faible dose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est vraiment une très, très, très bonne question. Elle est vraiment... c'est votre domaine. Oui, voilà, c'est mon domaine. Pour dire que... Alors, tout d'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a plusieurs phases quand on fait de la recherche pour développer le vaccin. Il y a la phase de l'idée. Donc, j'ai une idée pour développer un vaccin. Mais après, il faut tester. Après, il faut passer au laboratoire. Oui. Et donc, on fait les travaux au laboratoire qui permettent de consolider l'idée. Et après, quand l'idée, la preuve du concept est faite, on passe aux essais chez les petits animaux pour voir est-ce que réellement ce produit que j'ai fait, il induit une réponse immunitaire. On commence à essayer, c'est avec les souris, les petites souris? Tout à fait, les petites souris. Alors jusque-là, donc, on arrive à faire le travail. Mais à partir de là, quand on a les résultats, etc., il faut passer à l'expérimentation plus chez des animaux plus gros. Par exemple, chez les macaques. Et là, ça devient coûteux. Avec une idée, pour acheter un macaque, il faut à peu près 15 000 €. Pour le garder en expérimentation le pendant faire nourrir, l'entretenir. Exactement, il faut 30 000 € par animal et par an. C'est coûteux. Donc, c'est très coûteux. Il nous faut au minimum 20 macaques pour pouvoir donc, faire une expérimentation. On monte aux millions d'euros par expérimentation. Donc, là, on commence à avoir des problèmes pour avoir les investisseurs. Jusque-là,
on est arrivé avec mes vaccins, je suis arrivé vers l'expérimentation, montrer la preuve du concept, montrer que les macaques qui sont vaccinés, ils sont protégés. Mais après, il faut passer ce qu'on appelle les essais cliniques. Oui, Et les essais cliniques chez l'homme. oui. Et ça, donc c'est coûteux. là, c'est très coûteux. Ouais. Et il faut avoir des investisseurs Mhm. pour faire. Et c'est là, Même si ça va sauver des vies, je veux dire, et à chaque fois c'est difficile. c'est très difficile. On les paye maintenant, les humains. Enfin, Oui. oui, professeur Très Chebloun. difficile, mais parce que ça a fait appel à des investisseurs. Mhm. Parce qu'on va leur dire, bon voilà, j'ai fait toutes les preuves du concept, et maintenant je vais faire les essais chez l'homme, et ça va me coûter tant. Et que lorsque le vaccin il sera validé, Oui. on va le commercialiser, ça va rapporter tant. Le gros problème, c'est que ça demande au moins 10 ans Oui. de travail pour les essais. Ça veut dire les pour essais le cliniques. vaccin contre le sida, il vous a demandé combien de temps de recherche, professeur Chebloun? Alors, de partir de Oui. l'idée jusqu'à la preuve du concept chez le macaque, ça m'a demandé 15 ans de travail. Après, donc ça va me demander 10 ans pour la Passer preuve du concept chez 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 l'homme. Oui. Ouais. Et donc, c'est là où je rencontre des problèmes, Oui. c'est-à-dire de trouver des investisseurs Mhm. pour investir, pour aller faire les essais cliniques Mhm. et donc obtenir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mhm. Et là, c'est vraiment des problèmes qui sont colossaux et donc qui sont insurmontables. D'accord, et c'est ce qu'on quand on dit la difficulté de la recherche. Exactement. C'est quand on arrive exactement. à- De plus, mais avec les problèmes économiques en voilà, Europe, en plus juste après la pandémie, c'est devenu encore plus Exactement. compliqué, j'imagine. Exactement. Alors en ce moment, professeur Chebloun, vos travaux actuels sont en rapport avec la transgénèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il, quels sont les domaines d'application, nous, grand public, pour qu'on puisse comprendre? Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux formes de thérapie. Il y a la thérapie qu'on appelle thérapie génique, où on utilise des gènes Oui, qui vont donc corriger la maladie. Et ça veut dire qu'il faut domestiquer des gènes pour aller combattre la maladie. Et c'est là où on parle de transgénèse. Alors, la transgénèse, il y a deux formes de transgénèse. Fabriquer des OGM, c'est-à-dire des animaux ou des plantes qui sont génétiquement modifiées, oui, c'est de la transgénèse donc, qui est permanente. Okay? C'est-à-dire que dans le génome, on va rentrer ces informations et toutes les générations qui vont venir, elles vont avoir la même information. Donc ça, ce n'est pas le cas sur lequel on travaille. On travaille sur une transgénèse qu'on appelle somatique, c'est-à-dire qu'on fait rentrer un gène oui, qui va s'exprimer, mais qui ne va pas rentrer dans le génome. oui. Une fois qu'il a exprimé la protéine, il va disparaître. Oui. Et donc, c'est cette Et pour protéine... voir un peu comment le corps après se développe, on lui a... Exactement. oui. Et c'est ça qui va permettre au corps de se défendre. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si on rentrait l'anti-maladie et puis c'est tout. Mais au lieu de le rentrer sous forme chimique ou sous forme industrielle, on laisse le produit, le corps le produire lui-même. Lui-même, d'accord. Et c'est ça qui est très important. D'accord. Et donc, on a fait très récemment, et Oui. on a déposé un brevet international sur la thérapie, Mhm. donc utilisant ce moyen-là. Et donc là, on espère pouvoir vraiment aller jusqu'à la mise sur le marché. Et puis il y a aussi il y a de nombreux sujets de polémique sur les risques de perturbations endocriniennes quand vous parlez ou le développement de cancers, sans parler des risques qui pèsent sur l'agriculture dans un monde de plus en plus dominé par les multinationales. Comment vous arrivez à faire vos recherches, professeur Chebloun? Tout à fait. Alors, il y a toujours, c'est le problème existentiel. Oui. C'est-à-dire depuis, par exemple, depuis toujours, on a deux choses parallèles. On a la recherche qui se fait dans les laboratoires
et on a l'utilisation De de ces bien recherches. sûr. Alors, donc, nous, notre préoccupation, c'est comment développer une recherche qui a une utilisation positive. Oui, c'est le principe. C'est le normalement, principe d'une de bonne la recherche fondamentale. Oui, Par contre, il y a toujours des gens, oui. des industriels, Oui. etc., qui sont là pour faire Pour le de gain. l'exploitation. Oui. Et c'est comme ça, par exemple, Mm. l'énergie atomique, c'était Oui. en premier pour l'utilisation médicale, etc. Et son utilisation, ça a été de faire les bombes atomiques. Oui. Donc, Malheureusement. et il y a plein d'exemples comme Comme ça. ça, ouais. Mais vous-même, professeur Yahya Chebloun, vous avez une éthique en tant que virologue. Ah, totalement. Oui. Totalement. Mm. C'est-à-dire, d'ailleurs, la stratégie que j'ai adoptée pour faire les vaccins, Oui, c'est comment faire les vaccins qui sont accessibles à tous. à tous et surtout dans les pays du tiers-monde, ce qu'on appelle entre guillemets du tiers-monde, accessibles et qu'on peut facilement les produire et les utiliser. On a vu, par exemple, les vaccins ARN, ils étaient une certaine efficacité, mais qui n'étaient pas accessibles à tous. Bien sûr. Par contre, d'autres vaccins Oui. peuvent être accessibles à tous. Vous avez 2 conférences, c'est la fin de l'émission, professeur Chebloun. Alors, une à l'université de Msila, est-ce que vous pouvez donner le jour où les étudiants pourront vous retrouver? Alors, à Amsila, ça sera le 7, Le 7 mai. le 7 mai. Oui. Et C'est quoi l'intitulé de la conférence? alors, c'est tout ce qui concerne les maladies infectieuses et comment on peut juguler les maladies infectieuses dans le futur. Alors, donc, là, aujourd'hui, je vais partir à Tikjida. Oui. Et donc, demain, je dois avoir une conférence sur le franchissement de la barrière d'espèce. Comment, par exemple, le virus saute la barrière d'espèce, parte d'une espèce animale à une autre animale, Oui. comment il s'adapte et comment ils deviennent beaucoup plus pathogéniques et avec des risques de création de pandémies, etc. Et donc ça, la conférence, ça sera demain. D'accord, vous le faites assez régulièrement, donc 2-3 conférences dans des universités algériennes. Oh, Pour très échanger. régulièrement, oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous donner un mot de fin et puis peut-être rappeler, demain c'est le 1er mai, chers auditeurs, hein, à 10h55, Journée internationale des travailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux étudiants que vous allez rencontrer? La à notion fait. du travail. Tout d'abord, je souhaite une fête, une très bonne fête à tous les Algériens. Travailleuses et tous les travailleurs, hein. travailleurs et Ouais. travailleuses. Et ma conception de la fête fêter le travail, elle est un peu différente. Oui, C'est pas, on le fête pas en jours chômés et payés, oui. mais pour moi, c'est en travaillant encore plus pour honorer ce privilège qu'on a de pouvoir travailler et de pouvoir gagner sa vie. Donc, je pense que on pourrait le fêter autrement, surtout dans un pays où on a besoin d'avancer, on a besoin d'aller plus loin et de construire le futur. Et donc, Travaillez beaucoup. C'est travailler, votre conseil. travailler plus Oui, et bien. oui. Et donc, je reste vraiment très, très optimiste pour l'avenir Mm. de toute la jeunesse algérienne. Il y a un potentiel vraiment très important. Mm. Et donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour apporter Votre aide notre et votre pierre à reconnaissance. l'édifice. Voilà. En tout cas, vos publications, on peut les consulter sur le net. Professeur Yahya Chebloun, je rappelle que vous êtes virologue, directeur pathogénèse et vaccination. Merci d'avoir passé avec nous une petite heure. Et puis, je vous souhaite encore beaucoup de pleines recherches. Merci, Badia. Merci à vous. Et à c'était bientôt. avec plaisir. Réciproque. Et à très Merci. bientôt. 10h56, voilà. On se retrouve dimanche pour un autre sujet. Et d'ailleurs, on aura le plaisir de recevoir le professeur Chitour. Merci à vous. N'oubliez pas, l'émission est podcastée sur Radio Algérie chaîne 3. Yamna H, au revoir.